Merci à toutes et à tous d'être ici pour ce dialogue sur Rosa Bonheur ou le point de vue des animaux, qui sera donc composé de 40 minutes d'intervention d'Oriane Beaufils et Leïla Gerbouet, et suivi d'un temps de questions d'environ 10 minutes. Je vais présenter brièvement les deux intervenantes. Oriane Beaufils est conservateur du patrimoine en charge des peintures et des arts graphiques au château de Fontainebleau. Elle est commissaire de l'exposition Capture et l'âme Rosa Bonheur et l'art animalier qui se tient en ce moment, qui ouvre même aujourd'hui au château de Fontainebleau et qui se tient jusqu'au 23 janvier 2023. Et Leïla Gerbouet est conservatrice du patrimoine au musée d'Orsay, où elle a été commissaire de nombreuses expositions. Et elle est aujourd'hui commissaire de l'exposition Rosa Bonheur, présentée jusqu'au 18 septembre au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, et qui ouvrira ses portes le 18 octobre au musée d'Orsay. Je vous laisse la parole. Ça fonctionne? Oui. Bon, bonjour à tous. Merci beaucoup, Leïla, d'être venue au Château de Fontainebleau aujourd'hui pour présenter ce beau projet qui est au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, puis au Musée d'Orsay. Donc, on est vraiment ravis d'avoir pu travailler ensemble sur ce sujet. Et pour nous, c'est une grande chance de pouvoir travailler avec des collègues sur des sujets qui nous passionnent et de traverser, pour moi en tout cas, les siècles, pour passer effectivement de François Ier à Rosa Bonheur, mais deux grands amateurs d'animaux. Donc, voilà. Merci, et puis je te laisse commencer. Merci Oriane, et merci à vous d'être venus. Donc Sandra Burati-Hassan, co-commissaire à Bordeaux, s'excuse, prise dans le tourbillon du succès de l'exposition à Bordeaux, elle n'a pas pu venir se joindre à nous. Alors, un peu improviser ce dialogue. Alors cette première image, en fait, vous montre Rosa Bonheur telle qu'elle est arrivée à la postérité et permet d'évoquer sa postérité par le biais des artistes femmes. Et après, on va glisser à Anna Klumke qui va donc nous amener à Fontainebleau. Mais on peut juste s'arrêter 2 minutes sur ce tableau pour montrer qu'en fait, Rosa Bonheur, longtemps, comme le disait Bruno Foucard dans la préface de l'exposition qui a eu lieu à Bordeaux en 1997, donc la dernière exposition de Rosa Bonheur en France, c'est la grande Rosa qui a permis à Rosa Bonheur d'être sauvée de l'oubli. Pendant longtemps, effectivement, c'est l'image de Rosa Bonheur qui l'a emportée sur la connaissance de l'œuvre, puisque l'œuvre de Rosa Bonheur est finalement assez peu connue. Alors maintenant, on va pouvoir enfin la découvrir, la voir dans toute son abondance, mais elle était assez peu visible en France. Et donc, dans cette image, on voit la figure emblématique de l'artiste la plus grande animalière de son temps, qui pose, donc peinte par la peintre Georges Achillefou, un tableau qui est conservé au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, donc qui pose devant un tableau de fauves avec un tableau de chevaux, donc la foulaison des plaies en Camargue derrière elle, donc associé à des animaux majestueux, des animaux fougueux. Donc pas un hasard, des animaux qui sont finalement à l'inverse de ce qu'on pourrait attendre d'une peintre. Posez le micro sur le menton, s'il vous plaît. Sur comment ? Posez votre micro sur le menton. Ah d'accord. Voilà. Enfin, Vous entendez bien. Donc, une artiste qui peint des animaux associés traditionnellement à la virilité et une artiste qui pose avec ses cheveux courts, en pantalon et en bleu de travail. Donc, une image qui va être vraiment l'image de Rosa Bonheur jusqu'à aujourd'hui. Alors après, derrière cette image, dans son atelier, donc, où elle était dans son atelier de billes, se cache une œuvre beaucoup plus subtile que l'image que l'on voit avec ces fauves et avec une très très grande palette, grande variété d'animaux peints qu'on va donc vous montrer au fil de cette présentation. Et c'est grâce à Anna Klumke, au fait, que l'artiste que son patrimoine, enfin que son matrimoine d'ailleurs plutôt, est resté à la postérité, puisque c'est Anna Klumke qui a veillé au fait à l'œuvre de Rosa Bonheur. En effet, quand Rosa Bonheur était beaucoup plus connue à l'étranger qu'en France, finalement, à la fin de sa vie, ses œuvres avaient beaucoup quitté le territoire français et restaient ces très nombreuses études qui ont été mises en vente après sa mort, donc en 1900,
Et Anna Klumke, donc cette peintre états-unienne qui est aussi la biographe de Rosa Bonheur, a numéroté et photographié surtout les œuvres, enfin les études de Rosa Bonheur. Et grâce à toutes ces photographies qui sont conservées au château de By, s'esquisse la possibilité au fait d'un catalogue raisonné de tout le travail de l'artiste. Mais là, c'était plutôt une transition pour parler de l'exposition de Fontainebleau. Alors, Rosa Bonheur nous amène à Fontainebleau. Effectivement, Anna Klumke, c'est assez émouvant, joue le rôle qu'ont pu jouer certains des élèves dans l'atelier de Raphaël, dans l'atelier de grands artistes ou auprès de Léonard de Vinci, pour véritablement inventorier, classer et faire reconnaître les œuvres du maître. En effet, c'est grâce à Anna Klumke que Fontainebleau a eu son petit musée Rosa Bonheur. La phrase que vous voyez à l'écran est une phrase dite par Anna Klumke, puisque à plusieurs reprises, elle a légué des œuvres importantes qui appartenaient qui était celle de Rosa Bonheur au château de Fontainebleau. Et il faut se souvenir qu'effectivement, eh bien, en un temps, que je ne regrette pas, parce que c'est bien de partager le patrimoine entre toutes les institutions, le labourage nivernais, la fenaison en Auvergne et la foulaison, eh bien, étaient toutes trois conservées à Fontainebleau. Donc c'était effectivement un grand musée Rosa Bonheur, ce qui finalement nous ramène au temps du XVIe siècle, où l'appartement des Bains de François Ier était aussi la plus grande pinacothèque de la couronne. Donc on a eu la plus grande pinacothèque de la couronne et puis la plus grande pinacothèque Rosa Bonheur par la suite. Et puis au gré des changements d'affectation et puis des transformations du musée de Fontainebleau qui devient officiellement musée au bout d'un certain temps, eh bien, c'est le labourage nivernais entre au musée d'Orsay lorsqu'il est créé en 1986 et la foulaison en Camargue arrive au musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Et puis la collection Rosa Bonheur eh bien, va se trouver dans le fumoir Napoléon III, va être exposée après plusieurs transformations et changements d'affectation dans le fumoir Napoléon III, un lieu tout autant chargé d'histoire que Rosa Bonheur, tout autant marqué du passé que l'est l'œuvre de Rosa Bonheur, puisque c'est un fumoir, lieu de sociabilité masculine, qu'on veut redécorer sous le règne de Napoléon III et dans lequel on découvre un décor Henri IV. Donc on décide finalement de remeubler cette pièce avec un style Henri IV. Et puis c'est là effectivement que sont exposées les œuvres de Rosa Bonheur. Vous avez ici des photographies en 1924 des œuvres de Rosa Bonheur dans les deux espaces auxquels elles ont occupé. D'abord les espaces actuels de la boutique et puis à côté le fumoir. Et puis vous avez une vue de l'exposition aujourd'hui. L'objectif était d'essayer de retrouver cet accrochage initial avec Rosa trônant au-dessus de cette cheminée d'antiquaire, une cheminée du XVIIe siècle, très très belle, qui est achetée sous le règne de l'empereur Napoléon III. Et puis je pense qu'on va passer maintenant à l'histoire de Rosalie jusqu'à ce qu'elle devienne Rosa. Oui, en fait, là, on va vous dérouler un peu le parcours, un peu chronothématique, en fait, de l'exposition monographique de Rosa Bonheur. Donc, on est entré par la voie de la postérité. Et puis maintenant, donc, on retourne en 1822, donc à la naissance de Rosa Bonheur, qui donc s'appelait d'abord Rosalie, mais qui a pris le nom d'artiste de Rosa en hommage à sa mère, puisque sa mère l'appelait Rosa. Et sa mère a joué un rôle très important en fait dans sa vocation d'artiste, puisque comme ça va être un peu un fil conducteur du parcours, c'est que sa mère est morte quand elle avait 11 ans. Et en fait, cette passion que Rosa Bonheur a pour la vie, pour le vivant, cette spécificité dans sa représentation des animaux, dans toute leur vitalité, est aussi liée à une forme de conjuration en fait, de la mort. Et là, vous voyez deux petites... alors là, l'image qui ouvre, en fait, vous la voyez en templière, intronisée templière, à l'âge de 19 ans. Et on voit aussi une Rosa Bonheur romantique avec le Satan de Feuchères à côté d'elle. Alors c'est aussi une tentation, le romantisme, qui a accompagné Rosa Bonheur toute sa vie et qu'en travaillant sur elle, on s'est rendu compte que ça avait finalement une ampleur beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait croire. Effectivement, c'est une artiste réaliste, mais avec des tentations romantiques. Et là, en fait, ce sont deux petites images, deux petites œuvres sur papier de jeunesse réalisées par Rosa Bonheur, adolescente, qui montrent deux thématiques. C'est un peu un clin d'œil en fait, à deux fils conducteurs de son parcours artistique. D'un côté, vous voyez une image après la bataille, donc un homme à côté de son cheval mort,
avec donc cette tentation pour le romantisme dont je vous parlais, mais également cette sensibilité à la souffrance animale, cette représentation d'un sujet plutôt tabou dans l'histoire de l'art et que d'autres artistes ont partagé avec Rosa Bonheur, par exemple Emmanuel Frémiet, mais qui finalement est un sujet assez rare au XIXe siècle. Et à côté, vous voyez une autre image de jeunesse de Rosa Bonheur qui témoigne d'un rêve, d'une harmonie interespèce, d'une intimité interespèce. Voilà, comme le dit Valérie Bienvenue, une personne qui a travaillé sur Rosa Bonheur. Et voilà. Alors Rosa Bonheur a une vocation très précoce. Son père est artiste et elle peut, dès petite, en fait, être encouragée dans son goût pour le dessin. Sa mère a l'ingénieuse idée également de lui apprendre à lire et à écrire en créant un alphabet, un abécédaire avec des animaux. Donc très jeune, en fait, elle pratique le dessin et elle réussit à échapper à la destinée des filles qui était de faire toujours de l'art utilitaire, de se cantonner aussi à un dessin sans ambition. Et elle réussit à convaincre son père qu'elle veut devenir la plus grande animalière de son temps, la Vigée Lebrun des animaux. Donc il finit par la soutenir. Adepte du saint-simonisme, son père a quand même moins de préjugés que beaucoup de personnes de son époque quant aux capacités intellectuelles des femmes. Et Rosa Bonheur, n'ayant pas accès à l'école des beaux-arts, comme toutes les femmes de son époque, réussit pourtant à avoir une forme de formation d'excellence en fréquentant le Louvre. Alors dans les salles du Louvre, elle apprécie particulièrement la peinture flamande et la peinture hollandaise, toutes les écoles du Nord. Et vous voyez ici donc un peu le résultat de ces années de formation à la fois auprès de son père et à la fois au Louvre, avec son premier envoi au salon, donc au salon de Paris, avec Chèvre et Mouton. Elle présente ces 2 lapins qui sont aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Donc 2 lapins représentés avec un réalisme extrêmement cru. Voilà, les petites crottes de lapin, les carottes, et sans mignonnerie. Donc ce sont des animaux qui sont assez un peu comme les moutons et les chèvres, que les femmes ont plus le droit de peindre que les étalons ou les taureaux auxquels elle s'attaquera plus tard, mais elle a réussi à les peindre sans aucun sentimentalisme, sans aucune mièvrerie. Alors Rosa Bonheur triomphe au Salon de 1848 avec sa famille, puisque Rosa Bonheur, comme la plupart des artistes, comme beaucoup d'artistes, d'artistes animaliers, au fait, fait vraiment partie c'est une forme de dynastie, au fait, d'artistes. Ça, c'est le cas pour d'autres familles, comme par exemple les Jacques et dans les siècles précédents. Et ses frères et sœurs sont tous artistes, son frère Auguste, son frère Isidore, sa sœur Juliette, et ils exposent ensemble, ils travaillent ensemble. Isidore dessine par exemple beaucoup d'écorchés, beaucoup de dessins ont été retrouvés au musée des arts décoratifs, des dessins inédits réalisés par son frère et qui ont probablement servi à Rosa Bonheur pour son travail ultérieur. Vraiment, il y a des échanges entre eux. Leur père est proche de Geoffroy Saint-Hilaire et fait des dessins aussi d'anatomie. Et il y a vraiment des échanges entre eux dans cette connaissance du vivant. Et Rosa Bonheur commence à pratiquer la sculpture pour après laisser son frère devenir le sculpteur de la famille. Et peut-être pour les sculptures, donc à Fontainebleau, de nombreuses cires sont présentées, et aussi dans l'exposition à Bordeaux puis à Orsay. Donc c'est aussi très émouvant de voir ces cires extrêmement fragiles et qui ont été restaurées spécialement pour l'exposition. Bordeaux possède des cires qui sont assez étonnantes. D'un côté, au fait, vous voyez, par exemple, le taureau, bon là on ne voit pas très bien, mais qui sont travaillés d'un côté en relief et de l'autre côté, au fait, c'est un écorché. Et donc, c'est vraiment un témoignage de cette soif de connaissance des artistes animaliers, connaissance de la myologie, donc des muscles et de l'anatomie des animaux. Et pour Rosa Bonheur, modeler est vraiment un moyen aussi de poursuivre le dessin en 3 dimensions et participe de tous les moyens qu'elle met en œuvre pour atteindre la plus grande vérité dans sa représentation des animaux.
Oui, c'est particulièrement intéressant parce que c'est la démarche de sculpteur qui reprend finalement la catégorisation d'Alberti, qui dit qu'on peut être sculpteur en ajoutant de la matière, en modelant, ou en enlevant de la matière, en taillant. Et on voit qu'elle s'essaye aussi bien par le dessin, par la peinture que par la sculpture, à toutes les manières de donner vie finalement à l'animal. Et cette notion de modelage, depuis l'Antiquité, c'est extrêmement important, cette idée de créer soi-même, de mettre la matière qui va donner vie finalement à l'espèce. Donc elle s'inscrit vraiment dans une lignée, dans une histoire de la sculpture qui est une histoire longue. Alors là aussi, c'est une transition entre Rosa Bonheur, donc peintre du 19e siècle, et l'art plus ancien, avec ce pâturage qui fait partie de ses œuvres des débuts et qui s'ancre encore vraiment dans une tradition issue des siècles précédents. Oui, alors Rosa Bonheur, comme le disait Leïla, elle se rend au Louvre et elle étudie les grands peintres hollandais, donc les Cuyp, les Wouvermans, les Karel du Jardin, les Paulus Potter, qui sont célèbres pour avoir été, d'une certaine manière, au XVIIe siècle, les premiers à représenter des sujets aussi finalement peu nobles que les poules, les vaches ou les taureaux. Et ce qui est intéressant, en plus, dans ce XIXe siècle qui fait des expérimentations en peinture, c'est le moment où la peinture en tube va apparaître, on peint en plein air, eh bien c'est le rapport à la matière qui est celui de Rosa Bonheur, qui est un rapport en fait d'une certaine manière, le mot ne va pas vous plaire, mais assez réactionnaire, puisqu'elle reste avec une technique picturale parfaite, très lisse. Elle dit, je crois même qu'il ne faut pas qu'on voit les coutures. Elle broie elle-même ses couleurs. Donc elle a un rapport extrêmement perfectionniste à l'art, un rapport extrêmement lisse à la peinture, qui s'inspire de cette perfection de la réalisation qui est celle des grands peintres néerlandais. Et on le voit notamment dans ses premières œuvres, effectivement, le pâturage de Lille et puis ces deux vaches dans un pâturage d'Orléans, le rapport à la lumière, la transparence dans les cieux, hein, c'est vraiment des cieux céruléens, elle gardera ça une grande partie de sa carrière, ces cieux avec un bleu extrêmement lavé, extrêmement uniforme et à la fois tourmenté par des nuages avec différentes nuances sur le blanc. Ça, c'est vraiment l'héritage d'une formation au contact de ces tableaux du Louvre. Alors, juste pour faire un bref petit retour en arrière, où est-ce qu'elle se situe, Rosa Bonheur, dans la peinture animalière, dans la grande histoire de la peinture animalière? Au XVIIIe siècle, bien sûr, il y a eu le triomphe des grands portraitistes des animaux de la cour, Desportes, Oudry, qui ont fait les portraits des chiens du roi, les portraits des chasses du roi, dans lesquels les animaux sont extrêmement bien différenciés, où on dit même qu'on donne une âme aux animaux. Au salon du XVIIIe siècle, on dit que la peinture d'Oudry, tout le monde a envie de la toucher. Il a cet aspect très sensuel dans sa manière de peindre, que Théophile Gautier dira de Rosa Bonheur qu'elle peint des moutons dont la laine appelle la tonte, on a envie de les tondre quand on les voit. Eh bien, Oudry, on a envie, rendez-vous dans l'appartement de Mérimée, vous aurez envie de caresser les chiens. Ne le faites pas, hein, c'est pas autorisé par la conservation préventive, mais c'est l'envie qu'on a depuis les salons du XVIIIe siècle. Et après la Révolution française, il y a quand même une sorte de temps d'arrêt. La peinture animalière séduit moins. Alors, comme tu le disais, Leïla, il y a des générations familiales qui se suivent, les Huettes, il y a quelques familles comme ça, avec finalement des peintres animaliers qui continuent à exercer après la fin de l'Ancien Régime. Malgré tout, le goût se perd un peu. Alors, il y a encore quelques petites fermières dans une cour, des sujets un petit peu, sous la Restauration, encore des sujets un petit peu champêtres, bucoliques, pastoraux, qui fonctionnent, mais il n'y a plus vraiment de grande peinture animalière. Ce qu'on veut faire, en réalité, c'est de la peinture d'histoire, de la grande peinture, du grand genre. Donc, la peinture animalière s'éteint un peu. Alors, il y a bien sûr des personnalités comme Brascassa qui font de la peinture animalière, entre autres. Donc là, vous avez notamment ces vaches à l'Abreuvoir qui sont au Musée des Beaux-Arts de Nantes. Il va lui aussi, finalement, il va se mettre, un des premiers, à se mettre à la représentation animalière, mais c'est toujours beaucoup plus posé. Il y a quelque chose de beaucoup moins naturel que ce qu'on va voir dans l'art de Rosa Bonheur. Constant Troyon aussi, également, se met à la peinture animalière, mais pour prendre le sujet, l'animal lui-même, tout seul comme sujet, finalement, il s'y met au même moment que Rosa Bonheur. Donc, c'est pas vraiment un précurseur. Rosa, elle aime les vaches, et il y a cette phrase qui brise le cœur de la conservatrice d'art de la Renaissance que je suis, où elle se rend donc au château d'Annay. Donc elle parle du château construit par Henri II pour Diane de Poitiers, mais en fait finalement elle n'en a rien à faire du château d'Annay, de Primatis, de Diane de Poitiers, etc. Et tout ce qui l'intéresse, c'est les chèvres et les vaches dans les champs alentours. Donc cette phrase m'amuse beaucoup. Et elle étudie beaucoup les espèces. Et ce que j'ai trouvé assez passionnant, c'est qu'un peu à l'image finalement du Grand Tour depuis le XVIIIe siècle, où les artistes vont à Rome pour prendre des croquis, des esquisses, des antiquités qu'ils peuvent voir à Rome, des grands
monuments, pour remplir finalement leur esprit de modèle. Le grand tour de Rosa Bonheur, c'est quelque part dans les campagnes de France pour représenter les différentes races de vaches. Donc il y a d'abord un voyage dans le Nivernais, donc ces magnifiques bœufs et vaches que l'on voit dans le labourage nivernais qui sont blonds, un peu blondes avec ces petites cornes. Puis après il y a un voyage en Auvergne avec les bœufs de Salers qui sont beaucoup plus roux. Et puis ensuite il y a l'Écosse avec ces bœufs à poils longs. Alors moi en travaillant sur cette exposition, ça m'a permis de m'y connaître vraiment davantage en patrimoine bovin, ce qui n'était vraiment pas du tout ma spécialité. Donc après les chiens, les vaches, le métier de conservateur mène vraiment à tout. Donc il y a vraiment cette idée d'un patrimoine des races finalement bovines de France qui est très intéressant parce que qui nous renvoie en plus à une image qui ancestrale de la France comme une Gallia fertilis, comme ce jardin de France, comme cette terre d'abondance dont les espèces animales sont extrêmement différenciées, extrêmement riches, plus que dans tous les autres pays. Ça remonte vraiment à la fin de l'Antiquité et même au début du Moyen-Âge. Cette vision qu'on a de la France comme une terre riche en espèces et finalement, elle se situe dans cette droite ligne, Rosa Bonheur, et donc cette manière de représenter un patrimoine animal en plus voué à disparaître est quelque chose qui en plus devrait nous interroger dans la période actuelle. Et d'ailleurs, on a même regretté pour l'exposition d'Orsay et de Bordeaux finalement de ne pas avoir mis beaucoup de vaches, parce qu'on avait ce préjugé, je l'avoue, de Rosa Bonheur comme peintre de vaches et de bovins. Et on a voulu montrer une autre Rosa Bonheur. Donc, quand vous visiterez l'exposition, vous verrez qu'il y a une grande place accordée aux fauves notamment et aux cerfs. Et finalement, on s'est dit que ces vaches avaient beaucoup de charme et parlaient encore beaucoup aujourd'hui, justement, à une époque où justement les vaches sont complètement transformées pour n'être plus que des produits qui permettent, qui fournissent du lait et peuvent même plus mettre bas, en fait. Il y a des races de vaches qui ont été transformées de manière totalement antinaturelle. La vache, c'est vraiment l'animal qui concentre le plus, en fait, qui est le plus inventé par l'humain, en fait. Et l'époque de Rosa Bonheur, c'est l'époque justement de l'essor de la zootechnie. Donc l'essor de cette science, on mélange les races, on crée des sortes d'espèces nouvelles au service de l'homme, au service de l'agriculture et de l'industrie. Et Rosa Bonheur, elle documente cela en montrant les nouvelles races, et en même temps, ses œuvres ont un côté aussi ethnographique et presque archéologique, puisqu'elle nous donne à voir des races de vaches qui ont aujourd'hui disparu. Donc elle documente aussi une immense variété d'espèces qui, à une époque aujourd'hui où justement ces variétés s'appauvrissent considérablement dans ce but toujours de rentabilité, sa peinture prend une autre valeur. Et une autre chose qui est très importante et qu'on voit ici dans ces tableaux, c'est l'importance. Alors je vais passer un peu plus vite parce qu'on est un peu en retard. Là, vous voyez une vue de la salle du labourage nivernais à Bordeaux. Il y a un tableau de labourage avec des chevaux de trait qui est précurseur du labourage nivernais. Et donc, ce qu'on voit, en fait, dans ces tableaux, ce ne sont pas seulement les vaches qu'elle peint, mais c'est aussi la terre. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, sa peinture n'est pas si lisse, car en la regardant de près, en fait, la peinture de la terre a une vraie matérialité. On voit que Rosa Bonheur a traité la terre avec autant d'amour qu'elle traite les animaux. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous parle énormément aujourd'hui, où justement les animaux sont sortis de leur biotope, sont élevés hors sol. Rosa Bonheur accorde une importance énorme, en fait, au lien, aux relations, en fait, les relations entre l'animal et le lieu dans lequel il vit. Et quand elle voyage, quand elle va en Auvergne, quand elle va dans le Nivernais, elle étudie toujours les petites fleurs, les plantes, la terre dans laquelle les animaux sont ancrés. Et à tel point qu'il y a une anecdote dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui est très souvent racontée, mais qui est quand même assez drôle, c'est que Rosa Bonheur avait demandé à Anna Klumpke de lui ramener de l'herbe à bison pour pouvoir peindre ses bisons, pour pouvoir peindre ses mustans. Elle ne pouvait pas peindre l'animal si elle n'avait pas la plante avec laquelle l'animal vivait. Et donc finalement, n'ayant pas pu avoir son herbe à bison, l'herbe à bison est arrivée séchée, elle a transformé son tableau et finalement les bisons, elle les a peints sous la neige. Donc vraiment, c'est quelque chose aussi qui est très frappant. Donc le labourage nivernais, c'est parce que je vois, on va peut-être je vais peut-être quand même vous dire juste un mot sur ce tableau. C'est donc un tableau qui a été commandé par l'État à Rosa Bonheur. C'est le tableau qu'il a vraiment lancé comme la plus grande peintre animalière de son temps.
C'est le grand succès du Salon républicain de 1849, où vraiment elle est remarquée et louée à l'unanimité comme une peintre qui a réussi à hisser, justement par rapport à ce que disait Oriane, hisser la peinture animalière au rang de la peinture d'histoire. C'est un tableau de très grande dimension, panoramique, avec aussi une majesté dans le défilé lent des bœufs qui traversent comme ça l'espace. C'est aussi une œuvre qui a un réalisme photographique, mais qui est en même temps extrêmement classique dans sa composition, c'est-à-dire extrêmement maîtrisée. Vous voyez que c'est une peinture extrêmement équilibrée, avec au centre de la composition un œil, l'œil d'un bœuf, le bleu charolais nivernais, qui nous interpelle à tel point qu'on peut se demander si elle n'a pas voulu représenter une forme de révolte des animaux. Et on a souvent vu cette peinture comme une icône de la ruralité heureuse, mais est-ce que ça ne serait pas plutôt une icône de l'animalité qui nous interroge, en fait, et qui nous interroge encore aujourd'hui? Pour la fenaison, peut-être, tu veux dire quelque chose? Donc c'est à Fontainebleau, non? Oui, alors la fenaison en Auvergne, c'est le grand succès d'après. Donc, effectivement, en 1855, elle crée la fenaison en Auvergne, encore une commande de l'État. Donc, on conserve à Fontainebleau aussi bien le tableau que son étude préparatoire. Et là, de nouveau, ce sont des bœufs de Salaire, hein, des bœufs d'Auvergne, qui sont, j'ai pas de photo assez grande de la fenaison en Auvergne, j'aurais jamais pu, mais qui sont harassés par le soleil. Et donc, on a aussi cette vision le ciel est absolument exceptionnel sur ce tableau. Il est là à disposition pour vous, donc allez le voir. Le ciel est absolument exceptionnel. Là aussi, la lumière, le soleil, la chaleur que l'on sent harassante, le rapport entre les ombres et les lumières est vraiment très intéressant. Et effectivement, quand tu parles de la ruralité heureuse ou de l'animalité révoltée, on sent bien, en effet, le poids de la fatigue et le poids du labeur pour ces bœufs. Et là encore, ça nous interroge sur notre rapport à l'animal. Et par rapport à ces deux tableaux, en fait, ce qui est intéressant, c'est la démarche aussi de l'artiste, qui est vraiment une démarche de travail sur le terrain. Elle les prépare en vivant sur place, en allant voir les gens qui travaillent sur place, et surtout en s'intéressant évidemment aux animaux avant tout. Et on est toujours frappé dans ces tableaux en voyant qu'elle ne met pas du tout les mêmes éléments sur le même plan, c'est-à-dire que la terre et les animaux sont représentés avec un très grand réalisme, alors que les humains sont représentés de manière floue. Ils sont toujours dans l'ombre de leur chapeau, ils sont presque traités de manière impressionniste finalement. Et là, en fait, vous voyez deux études, dont une étude de Tête de Genevaux qui place un peu le contexte aussi de réalisation de ces tableaux dans l'esprit de Rosa Bonheur. Elle écrit qu'elle a été très frappée, en fait, par les animaux qu'on emmène à l'abattoir, en fait, et qu'elle a voulu aussi peindre pour représenter le regard de ces bêtes muettes et donner une forme de langage visuel à ces animaux, en fait, sacrifiés. Et là, en plus, elle s'inscrit vraiment dans la tradition aussi. Voilà. Alors, la fenaison en Auvergne, en fait, a été le tableau qui a été commandé par l'État, alors que Rosa Bonheur aurait voulu que l'État lui commande plutôt le marché aux chevaux. Elle était en train d'y travailler en même temps. Et le marché aux chevaux, donc après le labourage nivernais, c'est son deuxième très grand succès, mais plutôt succès à l'étranger finalement, et qui là la consacre comme la plus grande animalière, non pas française, mais carrément à l'international. Alors c'est un tableau qui fait 5 mètres voilà, de long, et où Rosa Bonheur exalte cette fois-ci les percherons, donc ces chevaux de trait qui se sont aussi beaucoup développés au XIXe siècle et qui ont été aussi exportés aux États-Unis, où ils ont vraiment joué un rôle d'ailleurs dans la conquête de l'Ouest états-unien. Et donc, elle fréquente les abattoirs et elle fréquente le marché aux chevaux de Paris. Et pour le fréquenter, là, elle doit vraiment vaincre toutes les limites. Elle doit marcher dans le sang, elle doit être la seule femme dans un univers très masculin. Donc, elle demande la fameuse autorisation de travestissement pour porter le pantalon et pouvoir travailler donc librement dans cet endroit. Et il faut vraiment se rendre compte que c'est un endroit vraiment très violent. Et donc, il y a vraiment une performance physique pour préparer ce tableau. Donc, des dizaines et des dizaines de dessins préparatoires. Dont une grande esquisse que vous voyez, alors des dessins de composition. Et là, vous voyez une grande esquisse
Catherine Brault et son équipe ont roulé au château Rosa Bonheur pendant le confinement, et donc le musée d'Orsay, le musée de Bordeaux ont restauré, monté sur châssis, et c'est en fait une esquisse qui est aux dimensions du tableau de New York, où on voit comment l'artiste a travaillé. Donc elle a multiplié les dessins à la fois très précis d'anatomie de chevaux, de détails, de composition, mais elle a aussi travaillé vraiment de manière très classique, à la composition d'ensemble, dans une esquisse qui aurait dû disparaître sous la peinture, mais finalement, elle n'était pas satisfaite de la composition, et elle a recommencé à zéro la toile. Alors cette toile est très novatrice dans la représentation des chevaux, à la fois classique dans la manière de se confronter aux grands chefs-d'œuvre comme les frises du Parthénon ou les tableaux équestres dans la tradition de Géricault, mais en même temps, Rosa Bonheur s'intéresse au percheron, et d'un point de vue vraiment de quelqu'un qui connaît très bien les chevaux, comme l'ont analysé des spécialistes de chevaux qui ont travaillé sur Rosa Bonheur. Et apparemment, comme dans le labourage nivernais, le cheval au centre blanc, en fait, nous lance un regard qui est un regard vraiment qui interpelle et qui a vraiment un langage de souffrance. Donc voilà, je ne vais pas parler trop. Alors cette œuvre a été très diffusée. Rosa Bonheur a réalisé une peinture au quart du tableau avec l'aide de Nathalie Mikas, qui a été en vue d'une gravure en fait, qui a été diffusée. Et ça a été le début d'une grande tournée triomphale en Angleterre et en Écosse et en Europe. Et donc une transition vers la section voyage qui rejoint, suite au voyage en France, Rosa Bonheur poursuit sa passion pour tous les particularismes régionaux et pour l'immense variété du monde vivant en voyageant en Angleterre et en Écosse, sur les traces aussi de Walter Scott, qu'elle admirait énormément et qui était aussi un grand amoureux des chiens. En Angleterre, elle rencontre aussi Edwin Landseer, le grand peintre animalier britannique, avec qui elle a vraiment un dialogue artistique très fécond. Ses œuvres dialoguent également beaucoup pour certaines d'entre elles avec l'art des pré-raphaélites. Donc tout ça, ce sont des pistes en fait, de réflexion qui sont à creuser, et des étudiants commencent déjà à s'y intéresser. Effectivement, Rosa Bonheur, en accordant tant d'importance aux végétaux et à la nature, en fait, dialogue vraiment avec les pré-raphaélites. Donc là, vous voyez les poneys de l'île de Skye, un tableau où Rosa Bonheur a travaillé à l'atelier après avec 2 poneys qu'elle avait reçus en cadeau en 1860. Mais effectivement, je vais peut-être jouer juste. Oui, alors là, c'est aussi un très très grand dessin, qui était pour Rosa Bonheur. Elle voulait en faire un tableau, mais finalement, alors c'était une très grande perfectionniste, donc elle passait parfois des années, avant de finir un tableau, et elle avait énormément de mal à terminer ces tableaux. Donc finalement, ce très grand dessin, qui a les dimensions du labourage nivernais, l'a laissé à l'état de dessin, et elle représente des pratiques aussi. De pâture, de mode de vie des animaux très spécifique au lieu où elle va. Donc là, cette traversée d'un lac en Écosse, qu'elle avait pu observer sur place, et donc elle a travaillé des années après en atelier. Oui, alors on glisse de l'Écosse à Bie, puisqu'en fait c'est les voyages qu'elle a fait dans la foulée du grand succès du marché aux chevaux ont été après ces voyages, Rosa Bonheur, avec l'argent du marché aux chevaux, a acquis le domaine de Bie en 1859, donc Bie-Thomery, à côté de Fontainebleau d'ici, j'imagine que vous connaissez tous. Et donc en 1860, elle s'installe là et elle va y vivre jusqu'en 1899 à sa mort. Et les 2 images que vous voyez, montrent d'abord, là vous voyez Rosa Bonheur qui joue un peu avec les clichés de l'odalisque et de la dompteuse, donc vraiment deux images associées aux femmes à la fin du 19e siècle, où elle joue avec ses codes en posant à côté de sa lionne Fatma. Alors il faut savoir que cette lionne avait des problèmes de santé, je crois qu'elle était paraplégique, ou elle avait des problèmes, donc c'était un peu moins difficile de pouvoir poser à côté d'elle. Et à côté, donc vous voyez Rosa Bonheur avec Nathalie Mikas qui travaille en forêt, dans la nature, dans la forêt, sur le vif, en plein air.
car une personne centrale dans la vie et dans l'œuvre de Rosa Bonheur, c'est Nathalie Mikas. D'ailleurs, l'exposition accorde une place importante à cette personne, puisque Nathalie Mikas, en fait, a été vraiment a aidé Rosa Bonheur à travailler, à préparer ses œuvres. Par exemple, le processus créatif de Rosa Bonheur était très très long, très perfectionniste. Donc, il y avait des dessins préparatoires, des reports sur calque, des mises au carreau. Et donc, Nathalie Mikas lui épargnait une partie du travail préparatoire en reportant les dessins sur la toile. Et elle s'occupait également de la logistique, parce qu'il faut savoir que Rosa Bonheur avait des centaines d'animaux à Thomery, donc c'était quand même une logistique énorme de gérer ces animaux, de s'occuper d'eux, de les soigner. Voilà, donc elle avait un vétérinaire attitré, mais Nathalie Mikas l'a aussi énormément aidée en cela. C'était aussi une inventrice, ingénieure, qui a mis au point un système de frein qui a été breveté. Alors, oui, la forêt et les animaux qui vivaient à Bie, autour. Rosa Bonheur, en fait, a créé une sorte d'espace domestique, de microcosme, un peu idéal, en fait, en réunissant autour d'elle un monde complet, composé de plein de sortes d'animaux différents, des animaux sauvages, des animaux familiers. Les frontières entre sauvages et familiers, d'ailleurs, s'estompant, puisque vous avez vu, la lionne devient un animal familier. En même temps, certains animaux sauvages sont à la frontière, à la lisière de Rosa Bonheur, tels les cerfs, qu'elle peut voir à l'aube lors de ses promenades matinales. Elle a même adopté un cerf, le cerf Jack, dont on pourra parler un peu plus tard. Elle a adopté aussi un sanglier, le sanglier Kiki. Donc elle était vraiment entourée de toutes sortes d'animaux, certains qu'elle n'a d'ailleurs pas peints. Elle avait aussi des perroquets. Voilà, donc elle choisit. C'est vraiment les animaux terrestres, les animaux. Il y a une force tellurique dans son travail. C'est vrai que les oiseaux, il y en a un, vous verrez, un aigle, mais c'était pas. Mais elle en avait aussi. Et en fait, c'est sa manière de vivre est indissociable de sa manière de travailler, puisque au fait, en s'entourant de tous ces animaux, elle devenait leur amie et elle était apprivoisée par eux. À la fois, elle les apprivoisait et à la fois, ils finissaient par la connaître et par ne plus faire attention à elle, et ils vivaient tranquillement autour d'elle. Donc, elle pouvait vraiment les observer à loisir dans leurs mœurs, dans leur manière de vivre. Et c'est aussi pour ça que son travail est aussi vivant. C'est qu'en fait, contrairement à beaucoup d'artistes animaliers qui étudiaient aux zoos, donc des animaux encagés qui ne pouvaient pas vivre leur vraie vie et qui avaient un regard éteint avec une absence d'échange, et contrairement donc aux peintres qui travaillent dans les zoos, contrairement aux peintres qui travaillent sur le gibier mort ou sur des cadavres, Rosa Bonheur travaille vraiment sur le vif, avec le vivant, et c'est le fait d'avoir tous ces animaux, au fait, et de vivre tout le temps avec eux au jour le jour, qui lui permet aussi de conquérir cette incroyable vérité dans la représentation de leur spécificité d'être au monde, vraiment dans leurs attitudes, dans leur regard, et même quand elle les représente de dos, ils sont très vivants. Donc c'est ça qui est aussi extrêmement frappant. Alors là, on arrive à une salle, donc l'aboutissement, parce que toutes ces études, en fait, pour Rosa Bonheur, c'était des choses intimes, dans tout ce que vous venez de voir. C'était des choses qu'elle classait, en fait, dans des cartons par nom d'animaux et qu'elle pouvait réutiliser toute sa vie. Elle disait que pour elle, ces études, c'était aussi précieux que son pain et que pour rien au monde, elle ne voudrait s'en séparer. Mais en fait, toutes ces études lui servaient à réaliser les très grands tableaux très majestueux que vous allez voir là par la suite. Alors, je fais juste un petit excursus canin, puisqu'effectivement, on a parlé des lions, des cerfs, des sangliers. J'ignorais qu'elle avait un sanglier qui s'appelle Kiki, c'est très sympa. Il y a aussi le chien, je crois, quand même, dans les animaux qui plaisent beaucoup à Rosa Bonheur. Et le chien est un sujet en peinture depuis quand même assez longtemps. On dit, alors après, c'est toujours difficile de décerner un premier, que les chiens accrochés à une souche d'arbre, attachés à une souche d'arbre de Bassano qui sont au Louvre, sont l'un des premiers portraits peints de chiens de l'histoire de la peinture. Et Rosa Bonheur, finalement, dans certaines de ses œuvres, on a l'impression qu'en tout cas, si elle n'a pas regardé, en tout cas, elle s'inscrit dans une histoire de la représentation du chien. Donc là, vous avez deux exemples, le superbe Polydore du château de Fontainebleau, peint pour Louis XV par Jean-Baptiste Soudry, et puis Pompée et Florissant, deux autres chiens de chasse, peints cette fois par Desportes pour le Palais de Compiègne, toujours pour Louis XV. Et quand on voit ce portrait d'un chien de chasse qui porte exactement comme Polydore, vous voyez, porte sur son flanc
c'est rien que je montre avec le doigt, la marque de la vénerie royale, hein, c'est-à-dire le triangle à l'envers avec la croix à l'intérieur. De même, vous avez le A de la marque de la meute du vicomte d'Armaillé qui chassait en forêt de Fontainebleau. Donc on a le sentiment qu'elle regarde quand même vers cette peinture du XVIIIe siècle. C'est là que nos échanges avec Leïla étaient particulièrement, je pense, féconds, parce que je connais sans doute mieux la peinture de Doudry que celle de Rosa Bonheur et celle de Géricault ou de Delacroix que tu connais parfaitement. Donc c'était intéressant de regarder la peinture animalière sur le temps long ensemble pour voir comment et où se plaçait Rosa Bonheur. Et donc du coup ça nous amène à je pense que c'est probablement un de mes tableaux préférés de Rosa Bonheur, Barbaro après la chasse, qu'on connaît par ses études conservées au château de Fontainebleau, qui sont un dépôt du musée d'Orsay et qui sont en ce moment visibles à Bordeaux et qui le seront également à Orsay. Et moi, ça me fait penser aussi au fait, on parlait de peinture d'histoire, qui était le grand genre, qu'elle est riche finalement, la peinture animalière au rang de la peinture d'histoire. Et finalement, elle est riche aussi, la peinture animalière, au rang de peinture sociale, de peinture d'histoire sociale. Et ça fait penser effectivement à la manière dont Landser va représenter les chiens avec la célèbre opposition de low life et high life qui sont tous deux conservés à la Tate Britain et qui datent de 1829, avec cette représentation aussi très naturaliste des objets qui entourent l'animal. Tu parlais du rapport tellurique aux choses, de la manière de représenter la terre retournée, pas retournée, les brins d'herbe, mais il y a aussi les objets. Donc finalement, c'est tout ce qui entoure la bête qui l'intéresse, que ce soit la nature ou finalement le monde de la culture, le monde civilisé, avec ces objets qu'elle représente autour de Barbaro et qui indiquent cette attente du chien après la chasse qui est encore attaché. Vous avez la brosse, sans doute pour brosser les bottes du chasseur, le collier. Donc tous les objets sont là et il y a cette opposition entre le digne et fier limier de la meute que vous voyez ici. Et puis ce chien un petit peu plus déconfit quand même, Barbaro, qui a l'air dans l'attente et qui fait penser, à mon sens, à cette opposition entre deux types de chiens, deux types de bonheur ou de malheur de chiens. Ça nous ramène donc à une peinture finalement sociale et puis ça nous ramène à une vision de l'animal qui est aussi celle qui mime la vie des hommes. Et ça, c'est les fables de La Fontaine finalement. Ces chiens incarnent chez Landser une forme de vision de la classe sociale, une vision de la société. Et finalement, Rosa Bonheur traduit un petit peu la même chose et ce dessin absolument formidable à Roubaix d'un chien tout fier sur son fauteuil avec tout le matériel du chasseur à ses côtés en atteste à mon sens. Et je termine juste sur mes chiens, j'ai toujours du mal à m'arrêter quand on parle de chiens, elle reprend aussi un élément qui vient du XVIIIe siècle, qui est le portrait de chien avec le nom dessus, donc comme on pouvait inscrire dans les galeries des beautés, dans les châteaux comme à Bussy-Rabutin, etc., ou à Beauregard, des portraits des plus belles femmes de l'histoire avec leur nom inscrit dessus pour qu'on puisse se souvenir des beautés du monde. De même, des porte-Oudry peignaient en lettres d'or sur les tableaux les noms des animaux qu'ils peignaient. Et puis, Rosa Bonheur, finalement, s'inscrit dans cette tradition et en 1879 elle va peindre une série de chiens dont on a les noms, donc on n'entre même plus dans la catégorisation de la race, mais ce sont des personnages qu'elle peint, qu'elle connaît, qu'elle a rencontrés, des véritables portraits. Donc vous avez Ravaude, Martin, Brizot, Barbouillot qui sont là et qui finalement accompagnent Rosa Bonheur dans sa quête du vrai dans la peinture. Et par rapport à tous ces portraits de chiens, ce qui est très frappant chez Rosa Bonheur, c'est son refus total d'anthropocentrisme et de moralité. C'est-à-dire que Barbaro, elle le représente avec sa chaîne très courte, son regard un peu, ses yeux battus, mais c'est à nous de voir. Il y a un échange qui se crée avec nous, un échange très fort, un regard, et c'est à nous d'interpréter. Mais il y a peut-être une interrogation encore sur le rapport de domination des humains sur l'animal, une domination remise en cause par Rosa Bonheur, mais qu'elle elle interroge, elle représente assez crûment, sans sentimentalisme. Et et du coup, ces peintures, il faut savoir aussi que c'est un très grand format. Et dans une autre confrontation, donc il y a la confrontation avec le chien, puis il y a la confrontation avec le cerf, le roi de la forêt, que vous voyez... Du coup, ici, donc ça c'est Serre dans un espace découvert qui dialogue aussi avec Landser. C'est aussi vraiment un dialogue avec son tableau, avec un de ses tableaux. Et là, donc, vous voyez le roi de la forêt, qui est un tableau en fait, qui, pour la première fois, est exposé en France, là, en ce moment, puisque Rosa Bonheur ne l'avait jamais exposé en France. Elle l'a réalisé en 1878. Il a été exposé à Anvers. Et ensuite, en 1893, à l'Exposition universelle de Chicago, un immense succès aux États-Unis, un tableau qui a été beaucoup diffusé par la gravure, mais qui n'avait jamais été vu en France. Alors là, vous voyez des gros plans de l'étude de l'écorce,
vraiment du milieu dans lequel le cerf vit, vous voyez quand même qu'il y a de la matière, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais une matière effectivement qui n'est pas, ce n'est pas le but. Le but, c'est la véracité et c'est l'interpénétration de l'animal et de son milieu. Et cet animal qui est vraiment le roi de la forêt, qui surgit, c'est comme une apparition, et Rosa Bonheur fige. Elle fige dans la matière cette fugacité de la vie en une image immense. C'est un tableau qui fait plus de 2 mètres de haut, qui est vraiment très spectaculaire. Et cet animal nous regarde dans toute son étrangeté. À la fois, c'est cette expression de Baptiste Morisot, les aliens familiers. Et il y a ça, quoi. Il y a cet animal qui est à la fois... qui a une forme d'humanité, c'est-à-dire qu'il y a une existence propre, même une spiritualité. Bon, Rosa Bonheur, évidemment, a une grande culture artistique, et d'ailleurs, on a retrouvé des grands calques de cerfs de Saint-Hubert chez elle. Enfin, il y a évidemment cette tradition du cerf mystique, mais en même temps, il est radicalement autre, et c'est cette altérité, au fait, qu'elle nous donne à voir dans une relation encore une fois, entre elle et donc entre nous aussi et l'animal dans la forêt. Et alors, elle travaille aussi cette singularité des animaux avec toute sa série de fauves, puisqu'elle a vécu avec des fauves. Alors évidemment, c'est aussi lié à son époque, puisque dans les années 1880 se développe la peinture de fauves en France avec l'extension de la colonisation et l'exportation qui n'est pas du tout légalisée, il n'y a pas de législation. Donc il y a beaucoup de fauves en France, dans les cirques. Voilà. Donc Rosa Bonheur reçoit en cadeau de propriétaires de cirques des fauves qui passent chez elle quelques mois. Donc elle ne peut pas les garder trop longtemps, c'est trop compliqué, mais elle crée vraiment une relation avec ces lions, son lion Brutus, son lion Nero, ils ont tous des noms, et elle les étudie. Alors là, c'est juste un tableau qui est assez paradoxal. C'est ce tableau, le lion à la maison, où là, c'est un des rares tableaux de Rosa Bonheur où il y a une forme d'anthropocentrisme dans cette famille complètement improbable de lions, mais en même temps, encore une fois, dans leur regard et dans la manière de les représenter, il y a toujours ce réalisme absolument extraordinaire. Alors pour finir, donc Rosa Bonheur en 1889, alors après la mort de Nathalie Mikas, est sauvée un peu de la dépression par l'arrivée de nouveaux animaux à étudier, grâce au Wild West Show de Buffalo Bill, qui vient avec plusieurs chefs Lakota, dont Rocky Burr et Red Shirt, et avec des animaux nouveaux à observer, les mustangs et les bisons, et qui montre aussi à Rosa Bonheur un nouveau modèle peut-être de rapport entre l'homme et l'animal. Alors elle fait partie comme beaucoup d'artistes de son époque, il y a un côté primitiviste, idéaliste, où elle voit dans les autochtones une espèce de modèle de rapport originel et harmonieux entre les humains et les animaux. Et donc là, elle représente un mode de rapport entre les humains et leurs chevaux. Vous voyez, il n'y a pas de renne, il n'y a pas de selle, il n'y a pas du tout cette domination. C'est un peu un anti-marché aux chevaux, en fait, cette vision. Et à la fin de sa vie, alors de plus en plus d'animaux sauvages ou solitaires font leur apparition, des loups, des animaux, des chevaux libres et sauvages, voilà. On a presque l'impression que c'est l'énergie pure, en fait, qui l'intéresse dans la dernière étude, en fait, qui est conservée au château, qui est ces chevaux en liberté qui courent vers l'infini. Voilà, je pense qu'on arrive au bout de ce dialogue. Donc, rendez-vous vite à Bordeaux, puis au musée d'Orsay pour voir cette exposition. Et en attendant, vous pouvez profiter des 2 catalogues qui sont sortis. Magnifique ouvrage, bravo Leïla, que ce catalogue Rosa Bonheur, une vraie somme. Je pense que c'était un livre qu'on attendait. Et puis, catalogue également publié par le château de Fontainebleau, présentant la collection que vous pouvez retrouver dès à présent dans le fumoir Napoléon III. Et puis, nous sommes à l'écoute de vos questions. Merci beaucoup de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux faire passer le micro. Vous avez une question? Oui. Oui, bonjour. Donc, je suis présidente des Amis de Rosa Bonheur. J'étudie Rosa Bonheur depuis 17 ans. Donc, j'ai une petite précision. Parce qu'on pensait tous que Annette, c'est là où Rosa Bonheur, c'était le château de Diane de Poitiers. En fait, non. C'est en Seine-et-Marne. On a retrouvé la trace. Elle allait dans une famille. C'était un juge où elle passait des journées.
Et c'est comme ça qu'on a retrouvé Annette. Voilà. Bon. C'était juste une petite précision. Ce qu'il y a de passionnant, c'est qu'on découvre toujours quelque chose. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Non, pas de question. Oui. Alors moi, c'est pas une question, c'est juste pour dire si Rosa Bonheur vous attire, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aussi aller au château de Rosa Bonheur à Bitomery et vous aurez, d'ailleurs, il y a beaucoup d'images là qui viennent du château de Rosa Bonheur, donc je vous invite aussi à venir voir. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Moi, je me demandais ce que lisait Rosa Bonheur, tout simplement, si elle lisait et quel genre de livre et si ça fait écho en fait aussi à ce qu'elle peint. Je crois que c'était une immense lectrice et notamment, elle adorait, ça on sait qu'elle adorait Walter Scott notamment et c'est vraiment grâce à ses lectures sur Walter Scott qu'elle a voulu aller en Écosse et qu'on l'a convaincue de faire le voyage. Donc, entre autres, mais elle lisait énormément de toutes sortes d'ouvrages. Elle avait les vies des peintres de Vasari dans sa bibliothèque. Et je vois qu'il y a Catherine Brault qui est là et qui a la bibliothèque de Rosa Bonheur au château. Donc, je ne sais pas s'il y a un inventaire, mais en tout cas, je pense qu'il y a un immense travail à faire là-dessus. C'est évident que c'était une artiste extrêmement cultivée et avec une soif de connaissances immense. Donc, elle devait lire aussi ses contemporains, c'est sûr. Alors en fait, effectivement, elle a une très très grande bibliothèque. C'est quelqu'un qui lit énormément, peut-être à peu près 2000 ouvrages au moment où elle décède. On n'a pas du tout fini d'en faire l'inventaire, mais il faut juste savoir que par exemple, elle va tomber malade, elle va être alitée pendant une semaine et elle va lire tout Dumas. Voilà. En une semaine. Ça représente beaucoup d'ouvrages. Alors évidemment, il y a énormément de liens entre George Sand et Rosa Bonheur qui mériteraient d'être développés. Évidemment, La Mare au diable et les romans champêtres, mais sans ce côté moraliste quand même de George Sand. Moi, j'aurais une petite question, Leïla, pour toi, sans te piéger, mais qui fait aussi écho à une conversation que j'ai eue ce matin avec Hervé Joubeau dans le bus pour venir à Fontainebleau. Et on se disait, finalement, il y a eu peu ou pas de lien entre Rosa Bonheur et les peintres de Barbizon. Pourtant, c'est pas très loin. Donc, j'aurais voulu avoir ton point de vue. Est-ce que tu penses qu'il y a eu plus de liens et que l'histoire ne les a pas retenus? Est-ce que ce sont des démarches différentes? Ou quel est ton point de vue sur cette question? Là encore, parce que je vois que Catherine Brault pourrait dire une partie. Moi, ce que je peux dire, c'est que je pense que Rosa Bonheur n'avait pas du tout le même rapport que les peintres de Barbizon au réel et à la nature. Elle a une vision aussi spirituelle des arbres, mais elle a un tel respect au fait pour chaque sorte d'arbre, pour chaque animal, qu'elle veut vraiment les représenter comme ils sont. Il n'y a pas ce côté un peu romantique de l'école de Barbizon. C'est pas la même démarche, quoi. Non. Et puis elle a vraiment creusé son sillon. Elle n'a pas voulu faire partie d'un mouvement. Voilà, c'est son domaine de la parfaite amitié. C'est pas Barbizon, quoi. C'est son. Voilà. Désolée. En fait, elle les fréquente, elle les voit, elle emmène Nathalie Mikas. Après, elle va emmener aussi toute la famille Klumke à Barbizon. Elle les voit très souvent, elle les reçoit. Au niveau personnel, en fait, elle a des relations avec eux, puisqu'elle va même être le témoin de mariage de la fille de l'auberge de Gannes. Et elle est représentée sur un tableau. Donc, elle a des relations. On ne sait pas encore jusqu'où elles vont. On sait qu'elle fréquente l'atelier de Millet. Elle a fait des portraits de Millet. Donc, il y a un lien qui est fort, bien sûr. Mais il faut savoir que ces peintres-là, ils sont quand même plus ou moins dans la misère, alors que Rosa Bonheur, elle est autonome, qu'elle a beaucoup d'argent dans son château, elle ne manque de rien. Donc de toute façon, ça ne peut que créer un malaise et aussi probablement des jalousies. Merci beaucoup. On va devoir libérer la salle pour la prochaine intervention. Merci beaucoup. Merci à tous Merci. et à toutes.